Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le www.zaetv.com. Merci encore pour votre fidélité, pour votre émission Le Débat. Cette semaine, nous allons regarder la lutte contre la corruption au Bénin, notamment le regard que porte la jeunesse sur cette lutte contre la corruption dans notre pays. Et pour en parler, je reçois M. Jean Agege. Il est le vice-président du réseau des jeunes leaders pour l'intégrité au Bénin. M. Agege, bonjour à vous. Bonjour, Gélia. Comment vous allez? Très bien. Comment est-ce que vous voyez déjà au sein du réseau des jeunes pour l'intégrité la lutte contre la corruption au Bénin? Au niveau de notre organisation, nous avons mené le débat en notre sein et nous avons noté quand même que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ce qui a toujours manqué dans la lutte dans ce pays, c'est ce que nous avons appelé le portage politique. Nous avons comme impression que les tests sont pris, les lois sont votées, des initiatives sont prises, mais au sommet de l'État, il n'y a pas souvent des actions qui montrent réellement que nos décideurs sont véritablement engagés dans la lutte. Mais nous voyons avec le pouvoir en place quand même une certaine volonté de contrer le phénomène. Oui, mais la volonté doit s'exprimer dans quel sens? Juste dire nous voulons lutter contre la corruption ou est-ce qu'il faut des actions? Il faut bien évidemment des actions, mais des actions significatives. Vous avez observé avec moi que dans un passé peut-être pas très récent, il y a eu des décideurs des pouvoirs qui ont initié des marches contre la corruption. Au président de la République, ministres, conseillers, eh bien tous se sont jetés dans la rue pour marcher. À l'époque, on avait parlé donc de la marche verte. Et comment vous pouvez parler de se sont jetés dans la rue? Bon, une manière de parler. Voyez, et donc pour marcher contre le phénomène, c'est aussi une manière, c'est aussi une action, c'est une mobilisation pour dire que bon, nous nous sommes longtemps tus sur ce phénomène, mais maintenant il faudrait que nous puissions nous lever pour nous mettre en marche contre le phénomène. Et donc, c'est aussi une action. Mais une action doit aller quand même au-delà d'une simple marche. Et nous avons vu que quand il y a eu cette marche, par la suite, il y a eu beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres phénomènes que nous avons décriés, beaucoup d'actes qui sont véritablement venus en contradiction à la marche, voilà, à la marche avec la volonté. Et donc, nous avons dit que même s'il faut des actions, il faut vraiment des actions significatives et il faut véritablement montrer une certaine volonté manifeste de contrer le phénomène et de le juguler. Est-ce que cette volonté manifeste dont vous parlez au sein du réseau des jeunes pour l'intégrité se manifeste aujourd'hui avec le gouvernement actuel? Oui, c'est vrai, c'est trop tôt de conclure. Puisque on est à 2 ans. Mais on peut faire un petit bilan. On peut faire un petit bilan. On peut faire quand même une petite analyse. Nous avons compris, et ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Nous avons vu quand même qu'il y a eu des actions fortes. Mais pourquoi j'ai dit qu'il est trop tôt de conclure? Parce que lorsqu'un nouveau pouvoir arrive, il y a toujours des initiatives, des actions pour plaire, pour montrer que ben voilà, nous travaillons. Et là, vous allez voir un zèle tout au début. Mais est-ce que c'est ce que vous avez remarqué pour ces 2 ans-là ou il y a eu de la méthode? De la méthode, je ne vais pas me précipiter en allant dedans. Je voudrais quand même que nous puissions attendre encore 1 an, 2 ans pour véritablement... Carrément la fin du mandat pour faire un bilan. Bon, vous savez, d'ici l'année prochaine, nous aurons donc des élections législatives. Et lorsque un pouvoir arrive quand même à traverser ces périodes au cours du mandat, mais tout en restant constant dans ses actions, on pourrait dire véritablement qu'il y a quand même vraiment de la volonté forte de finir avec le phénomène. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu d'élection, il n'y a pas encore eu des enjeux véritablement électoraux que le pouvoir en place est traversé. Donc, tout ce qui est fait pour le moment pourrait être vraiment des actions qui ont été faites pour plaire. Peut-être, je dis,
peut-être. Et donc, attendons encore quelques mois, quelques années pour mieux apprécier. Nous sommes sur une émission, nous n'allons pas attendre puisque nous avons fait une promesse à nos internautes d'analyser, tout au moins de porter notre regard sur la lutte contre la corruption au Bénin depuis l'avènement du régime dit de la rupture ou du nouveau départ, c'est selon où vous voulez rester. Monsieur Jean Guégué, analysons tout au moins par à coup les actions déjà menées par ce gouvernement. Beaucoup de dossiers dénoncés, beaucoup de personnes mises en cause dans des affaires, retenues dans les lieux de la justice, beaucoup d'actions, beaucoup de révoltes de la part des populations. Allons-y par étapes. Est-ce que le gouvernement fait bien de porter les dossiers vers la justice? Non, le gouvernement fait très bien en portant les dossiers vers la justice. Parce que si vous avez été appelé à gérer un patrimoine de l'État, vous devrez savoir que ce n'est pas votre chose, c'est la chose de tout le monde. Et cela doit pouvoir appeler à une certaine rigueur dans la gestion. Et donc, tous ceux qui sont appelés à gérer un patrimoine de l'État doivent pouvoir quand même s'attendre à ce qu'ils soient interpellés. Et donc, le gouvernement, si le gouvernement a de soupçons quelque part, il fait bien en portant donc les dossiers à son actif devant les juridictions pour que les juridictions aussi apprécient, fassent leur travail pour dire, ben, non, ceci vraiment, ce n'est que de soupçons, non, ce monsieur ou bien cette madame, cette dame, n'ont pas été concluantes, je crois que non, on ne va pas lui en vouloir. Je crois que le gouvernement fait bien en portant donc, les dossiers devant les juridictions. Comment est-ce que vous voyez la manière? Oui, la manière, peut-être c'est là, nous allons parler un peu de la manière. On a jusqu'ici comme impression que le gouvernement tape dans un camp. Voilà, et c'est là justement, je voulais en venir. Vous avez cette impression ça donne l'impression que le gouvernement tape dans un camp. Et je crois que cette volonté manifeste doit véritablement rester impartiale. Mais est-ce que ce n'est pas plus facile de juger l'autre que de se juger soi-même? Non. Est-ce que ce n'est pas déjà un effort? Oui, c'est un effort. Non, il faut reconnaître ça. C'est un effort. Mais nous disons que le gouvernement doit aller au-delà de ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes d'accord avec moi qu'il nous faut peut-être attendre encore quelques mois pour véritablement trancher et dire non, vraiment, le pouvoir en place est dans la droite ligne. Vous savez, lorsque des enjeux électoraux vont rentrer dans le jeu, on va clairement... Vous pensez que cela va annihiler la Oui, il se peut. Parce que c'est souvent là que les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont capitulé. Bon, nous avons parlé de changement, on est allé de l'avant, on parle maintenant de la rupture et tout. Bon, on espère quand même que le changement pourrait venir un jour. Ça pourrait venir un jour. Et donc, le pouvoir en place, c'est déjà un bon départ. C'est un bon début. Ça, il faut vraiment que nous puissions l'avouer. Mais nous voulons véritablement que le pouvoir de Patrice Talon puisse vraiment transcender les questions d'enjeux, qu'on ne regarde pas simplement de l'autre côté. Normalement, on devait même commencer chez soi. Parce que pour pouvoir taper l'autre, pour pouvoir reprocher des trucs à l'autre, il faut véritablement... Il y a des personnes qui sont dans les liens de la détention, d'autres qui sont en cavale, mais qui pourtant ont porté l'actuel chef de l'État au pouvoir. Oui. Pourquoi pensez-vous que c'est toujours dans l'autre camp que le chef de l'État que le gouvernement tape? Oui, non, écoutez, j'ai dit, c'est trop tôt, ce n'est que des observations. Ce n'est que des observations. Je prends un cas très récent parce qu'il faut parler, nous sommes sur un plateau, il faut parler avec des exemples. Vous avez vu, il y a quelques semaines, nous avons vu ceux-là qui aujourd'hui, hier étaient au pouvoir, mais aujourd'hui se sont retrouvés dans l'opposition, se sont réunis pour dire, bon, maintenant, il nous faut vraiment porter une autre initiative, quittons donc, allons un peu plus loin et devenons parti politique. Vous voyez, je veux parler des forces politiques Bénin émergents. Et juste au lendemain de la tenue de cette rencontre, eh bien, nous avons vu que rapidement le pouvoir en place a démarré des initiatives. Et donc rapidement a sorti certains dossiers et a commencé donc par les porter devant la justice. C'est une bonne chose. Et j'ai dit, tous ceux qui ont participé à la gestion de ce pays quelque part doivent pouvoir être prêts à répondre de leurs voix. Ça, c'est clair. C'est clair, on ne peut pas en vouloir au gouvernement pour ça. Mais il faudrait quand même qu'on n'attende pas, c'est tout comme si de la représailles. Il faut que le gouvernement, franchement, pour vraiment donner sens à sa lutte, évite de tomber dans des actions du genre. Que c'est cela? On a l'impression.
c'est l'impression, franchement, que ça donne. On dit que les pouvoirs sont séparés. Oui, les pouvoirs sont séparés. C'est tout comme si hier, quand il y a eu un truc dans l'autre camp, hein, qui tente de porter peut-être atteinte à notre image, porter peut-être atteinte à notre notoriété, rapidement il faut entreprendre une autre action pour contrer. Hein, et noircir. Non, si on fait comme ça, la lutte contre la corruption ne peut pas prospérer. Donc la lutte contre la corruption doit être vraiment une lutte suffisamment impartiale, que ce qui est visé soit véritablement un objectif vraiment, pour permettre la tautologie, vraiment objectif, qu'on ne tente pas de tomber dans des actes de représailles. Je crois que si le pouvoir de Patrice Talon peut vraiment rester dans ce sens-là, parce que vous savez, il y a des personnes, tous ceux qui aujourd'hui chantent les louanges de pouvoir en place, il y en a quand même, tout le monde n'est pas en odeur de sainteté. Vous comprenez, il y a des dossiers vraiment que tout le monde sait. Voilà, on attend quand même à ce que le gouvernement aussi puisse vraiment lever un coin de voile sur ces actions-là. Mais quand ça tarde à venir, et surtout quand on voit ces personnes-là qui de jour comme de nuit sortent pour louer le pouvoir en place, chanter ses louanges, et le pouvoir ne fait rien en les interpellant. Vraiment au niveau de la jeunesse, ça inquiète un peu. On se demande si vraiment est-ce que la lutte engagée est une lutte objective. En attendant d'avoir la réponse à ces questions, puisque vous avez dit d'attendre les prochaines élections, oui, et bien sûr la fin du mandat pour faire un récapitulatif. Monsieur Jean Guégué, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de cette objectivité que vous appelez de tous vos voeux, oui, est-ce qu'à un moment donné, au-delà des dirigeants, des gouvernants, chacun, à son niveau de responsabilité, ne devrait pas prendre conscience? Non, en fait, c'est là la deuxième manche de sujet que nous abordons. Le gouvernement, sinon les pouvoirs en place jusqu'ici ont mené ce que moi j'appelle une lutte curative. Donc il faut une lutte préventive. Préventive. Et c'est là justement ce que vous nous demandez. Vous voyez, s'il faut toujours attendre que quelqu'un gère d'abord, et on va apprécier s'il a mal géré avant d'initier des actions, ce serait déjà trop tard. Vous savez, quand on vous dit par exemple que quelqu'un a détourné 1 milliard de francs CFA, c'est 1 million de francs CFA par mois jusqu'à 90 ans, 83 ans. Un exemple simple. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne, à vous Léa, 1 milliard de francs CFA aujourd'hui, vous pouvez rester dans votre chambre. Je sais que vous ne le faites pas parce que vous êtes une femme vraiment battante. Vous pouvez rester dans votre chambre, ne plus aller nulle part et faites simplement l'effort de cadrer vos dépenses dans un budget de 1 million de francs CFA par mois. Vous allez tenir pendant 83 ans. Mais un seul individu se met 1 milliard, 2 milliards. À prendre plusieurs milliards. Lorsqu'on va attendre que ces milliards soient d'abord détournés avant d'agir, ce serait trop tard. Parce que là, c'est des hôpitaux qui n'ont pas été construits, c'est des centres de santé, c'est des routes qui n'ont pas été construites, c'est des écoles qui n'ont pas été construites. Et là, le développement de notre pays est toujours alors juste là reporté au calendrier grec. Et hypothéqué. Et hypothéqué. Donc, il faut alors, s'il y a quelque chose à faire, il faut que le gouvernement en place puisse s'investir dans la lutte préventive. Et là, il y a quand même des éléments. Il y a des éléments. Nous avons vu que par le passé, notre réseau a essayé quand même de faire une analyse. Nous avons observé que, en dehors des tests qui ont été pris contre la corruption, des initiatives contre la corruption, il y a aussi un document qui a été élaboré. Et c'était courant 2009-2010. En fait, le document, c'est la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Ça existe toujours? Bon, je me pose la question avec vous. La charte existe, puisque la charte a été élaborée et diffusée, divulguée suffisamment. Donc la charte est là. C'est peut-être son utilisation qui pose problème. Vous voyez, ce document, avant d'arriver à l'élaboration de ce document, au niveau de notre réseau, nous avons observé qu'il y a eu d'abord un diagnostic, puisque c'est un document dont l'élaboration a été financée par le CNUD de les partenaires. Et donc, avant d'en arriver là, ils ont fait un diagnostic. Ils ont fait une analyse, c'était en 2009, ils ont commandité une analyse qui a interrogé tous les secteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Et toutes les sphères ont été donc interrogées. Et quels sont les secteurs mis en cause? Non, il y a pratiquement tous les secteurs ont été mis en cause, jusqu'au secteur familial.
il a été démontré simplement que... Et la lutte préventive dont vous parlez devrait commencer dans les devrait familles. commencer par là. Vous voyez? C'est-à-dire que cette lutte, par exemple, peut partir déjà de... Qu'est-ce qui pose problème dans les familles? Dans les familles, par exemple, vous savez, c'est un psychologue qui vous parle. La famille, c'est le premier niveau de socialisation de l'enfant. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est dans la famille qu'il a le premier contact, avec la société. Et c'est là où il fallait rapidement lui inculquer déjà les valeurs sur lesquelles il doit grandir. Mais au Bénin, vous savez, vous et moi, nous pensons tellement à l'avenir des enfants qu'on oublie de côté l'essentiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé ce matin, je ne sais pas si, Léa, vous avez eu le temps d'échanger avec vos enfants, vous avez eu le temps peut-être de les observer, de parler un peu avec eux, de faire quelques échanges avant, de les envoyer à l'école avant de sortir. Et je suis, en tant que femme journaliste, c'est que vous restez peut-être au plateau ou bien dans vos activités jusque tard le soir avant de rentrer, peut-être que Bon, je dis... je les vois toujours avant qu'ils s'endorment. Ok, d'accord. Mais là, ça veut dire que c'est ce que nous souhaitons. Il faut que ça... ne pensez pas que... En fait, il ne faut pas passer de sa journée à chercher de l'argent et oublier l'éducation des enfants. Laisser l'éducation des enfants, n'est-ce pas, à la bonne ou bien à quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Et donc, il faudrait que les parents puissent vraiment prendre connaissance de ça. Et parler, éduquer les enfants, c'est leur dire quoi par rapport à la lutte? C'est déjà, par exemple, lorsque vous dites, vous commandez un truc à votre enfant, vous l'envoyez peut-être, vous prendre acheter quelque chose et revient, il faut que l'enfant ait, par exemple, le réflexe de vous faire le point. Ah, et maman, oui, vous m'avez commandé telle chose et je l'ai acheté à 100 francs, il reste 25 francs. Ou bien vous m'avez remis 200 francs et j'ai acheté le truc à mais ça se fait normalement. Non, ça ne devient pas un réflexe. Vous allez voir généralement, les enfants commencent, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Et l'enfant commence déjà pas à mentir. Il fait un truc, il vous dit, ah non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Déjà, quand vous êtes, lorsque vous êtes en contact, c'est où la responsabilité du parent? Lorsque vous êtes en contact avec votre enfant qui dit des choses du genre, vous devez le reprendre. Et là, c'est la notion de l'honnêteté. C'est la notion de l'intégrité. Il faut pouvoir dire la vérité. La vérité. Lorsque, par exemple, l'enfant, c'est sûr, il ne l'a pas programmé, mais en s'amusant dans la chambre, fait tomber un verre, peut-être qui est cassé, il faudrait que l'enfant ait le courage de dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. Mais quand vous dites, d'abord, la première réponse de l'enfant, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est la peur de la chicotte. Voilà. Mais déjà, c'est cet enfant-là qui va grandir demain. Et il va prendre le cadre de la société et il va grandir avec ça. Et donc, déjà, il faut déjà commencer par dire, attention, non, il faut apprendre à assumer le fait que, et les parents aussi, il faut connaître les enfants. Si un enfant le joue, l'enfant a le courage de venir dire, ah, maman, c'est moi, ou mais papa, c'est moi qui ai fait ça. Même si vous aviez envie de le frapper, parce qu'il a eu le courage de venir dire, ah, c'est moi, il faut lui dire, ok, tu as compris, mais il ne faut plus commencer. Là, il sait que, ah, quand on dit la vérité, en fait, il ne faut pas éduquer l'enfant dans la peur. Dans la peur. Il ne faut pas éduquer l'enfant dans la peur. Et donc, ça commence déjà à partir de là, où les premières valeurs sur lesquelles la société doit pouvoir marcher, ces valeurs doivent être inculquées à l'enfant. Et au niveau des documents dont j'ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'un ensemble de 15 valeurs. Il a été retenu que si le Bénin peut travailler à restaurer ces 15 valeurs, alors on pourra vraiment amorcer le développement. On a parlé de la vérité, par exemple. On a parlé de l'intégrité, on a parlé de la justice, on a parlé du travail, on a parlé de sens élevé de responsabilité, on a parlé de l'excellence, 15 valeurs. L'excellence, c'est la compétence en question? Oui, l'excellence, c'est de savoir que tout ce que je fais, je dois pouvoir le faire avec excellence. C'est-à-dire je dois viser toujours, ne pas me contenter de peu, aller toujours plus haut. Aller toujours plus haut. On a parlé de l'intégrité. L'intégrité, c'est déjà le fait de pouvoir se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on est, être fier de soi-même et vivre rien qu'en visant la vérité. Vous voyez? Et la justice? La justice, c'est donc la justice, c'est déjà le fait de gérer les choses avec c'est déjà le fait d'éduquer les enfants comme filles de la même manière. De la même manière. De ne pas privilégier l'un à l'autre, de savoir qu'on doit vraiment être juste envers tout le monde. Même si vous avez des gens avec vous qui ne sont pas vos enfants, vous devez vraiment pouvoir les éduquer. L'enfant qui a bien travaillé doit être félicité. Celui qui n'a pas bien travaillé doit être félicité et encouragé. Mais on peut même aller, il y a aussi ce qu'on appelle il y a des systèmes de récompense.
Un enfant qui travaille doit être récompensé. Mais aussi l'autre qui travaille pas. On nous a dit aussi que, par exemple, quand vous commandez un enfant, ne lui donnez pas cette habitude de s'attendre à ce que vous lui donniez de petites monnaies à la fin de la course. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, ce n'est pas que c'est pas l'effort qui est automatiquement, c'est pas cet effort qui est automatiquement récompensé. Il faut que l'enfant sache que c'est de son devoir, c'est de son devoir de le faire. Mais quand un enfant comprend que c'est son devoir et vraiment s'investit dedans, il faut l'encourager. Il faut une motivation pour encourager quelqu'un à garder la ligne. S'il n'y a pas une motivation, s'il n'y a pas de motivation, eh bien, les bonnes initiatives même peuvent à tout moment disparaître. Donc l'enfant qui vraiment démontre une certaine bonne volonté, vous avez 2 enfants, 3 enfants, ou bien ils sont ensemble avec des amis, et vous voyez que lui fait quelque chose qui le distingue, le particularise parmi ses frères, il faut le récompenser. Le récompensant va non seulement le stimuler, mais montrer aussi aux autres enfants que, mais voilà là où maman, voilà là où papa veut que nous allions. Mais est-ce que ça ne va pas créer une compétition malsaine dans la famille? Non, pas une compétition malsaine, non. Je ne sais pas ce que vous appelez compétition. Les enfants vont commencer par se chamailler pour dire je dois faire plus que, et ça va devenir... Quand l'enfant dit je dois faire plus que lui, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est une bonne chose. C'est le contraire qui devrait plutôt... Ça ne va pas créer entre les enfants de la jalousie? Non, pas de la... Non, non. C'est le fait de ne pas être juste... Qui va créer de la jalousie. Voilà, qui va créer de la jalousie. Écoutez, si c'est elle là, même si lui ne le fait pas bien, maman, papa, c'est toujours à l'arranger. Mais quand c'est nous là, oh non, non. Quand l'enfant commence par avoir cette impression, ou bien quand l'enfant a comme impression que vous faites toujours de promesses à tout le monde, mais par rapport aux autres, vous n'arrivez pas à satisfaire, mais pour l'autre, là, la promesse qui est faite est toujours tenue. Quand papa est toujours prêt à aider d'autres personnes qui viennent à la maison, mais n'est jamais prêt à aider à la maison. Oui. Là, quand je parle d'aide financière, je comprends ce que vous dites. Ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Et là, chaque parent doit, et c'est là la valeur de sens élevé de responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous devez savoir que un papa, par exemple, est papa, il est époux, il est père. Et dans chacun de ces statuts, il a des responsabilités qu'il doit assurer. Il ne faut pas qu'il dise que, bon oui, c'est vrai, le papa peut-être aussi est directeur quelque part, et donc je suis directeur, parfois même il y a certains directeurs qui amènent l'ordinateur, qui amènent donc le travail de service à la maison. Oui, c'est vrai que c'est bon, mais vous savez que quand vous êtes à la maison, vous n'êtes plus directeur à la maison. Clair, à la maison, vous êtes papa, ou bien vous êtes époux. Et vous devez pouvoir répondre à ces différentes responsabilités, à ces différentes casquettes que vous portez. Il faut une organisation. C'est là le sens élevé de responsabilité. Lorsque vous êtes directeur, ça que l'enfant va grandir. L'enfant va grandir. Les enfants que nous avons veulent surtout regarder en nous comme des modèles. Avec un enfant, il ne faut pas même perdre de temps beaucoup bavarder. Ça ne marche pas. Oui, quand vous parlez, vous dites un truc et vous faites le contraire. Vous dites à l'enfant, ne mentez pas. Mais il sait que vous êtes là avec lui, c'est vous qui avez fait telle chose ou bien vous êtes là, et il y a quelqu'un qui est venu vous dire, ah, bon, il faut aller lui dire que je ne suis pas à la maison. Alors que vous avez déjà dit à l'enfant hier que, ben, on ne ment pas. L'enfant qui veut vous affronter va dire, ah, maman, mais... L'enfant va là-bas, il va dire, ah, et papa a dit de vous dire que je ne suis pas là. Oui, l'enfant va vous livrer comme ça. C'est déjà la maison. C'est déjà la maison. Il faut pas lésiner sur ça. Il faut commencer. Et donc, savoir vraiment avoir le sens élevé de responsabilité. Vous êtes un directeur, il faut apprendre à montrer l'exemple aux gens. Si vous êtes directeur, vous voulez que les gens viennent vite au service, alors que vous-même, vous savez que l'heure d'arrivée est à 8h, vous-même vous venez à 8h05. Vous n'allez pas dire aux autres qu'il ne faut pas... Voilà. Ou bien à 10 heures, ça ne marche pas. Donc il faut montrer l'exemple. Voyez, et c'est ça qui a souvent, il faut être un leader et non un chef. Voilà, un leader et non un chef. Il faut montrer suffisamment l'exemple et les valeurs dont nous parlons pourront vraiment être restaurées. Lorsque ces valeurs sont vraiment restaurées, notre société va prendre. Et c'est là la lutte préventive. Vous voyez, dans nos écoles aujourd'hui. Voilà, je voulais qu'on en arrive là. Oui, par exemple, des enseignants, j'ai fait un débat avec un ami la fois dernière, il a fait cette observation. Il y a un projet dans ce pays qui avait été initié et confié à une organisation qui devrait donc parcourir l'ensemble du pays pour faire l'éducation sexuelle des enfants, des élèves. Vous voyez? Et cette organisation a envoyé des gens sur le terrain, et ils ont parcouru l'ensemble du territoire national. Mais qu'est-ce qui se passe? En journée, lorsque ces agents sont sur le terrain, ils réunissent les élèves, ils parlent avec eux, disent ce qui doit être. Le soir, ce sont les mêmes qui commencent par se retrouver
dans les restaurants, dans les boîtes, avec les mêmes enfants, avec les mêmes filles. Bon, et vous comprenez pourquoi finalement on parle de la montée en puissance de la grossesse dans nos écoles, dans les établissements. Donc finalement, au lieu de régler un problème, on a créé un autre. Et donc, ça pose réellement le problème de ces agents qu'on envoie pour faire le travail. Oui, mais restons dans le cadre de l'école. Et donc, ce que je veux dire, l'école, par exemple, l'éducateur, les enseignants qui sont chargés donc de donner l'éducation aux enfants, ce sont ces mêmes éducateurs, en tout cas, pas tout le monde. Il y a des modèles et certains qui aujourd'hui se retrouvent encore dans ces actes-là. Vous avez qui pourquoi l'enfant ne sait plus rester? Vous dites? Pourquoi l'enfant ne sait plus quoi choisir? Vous êtes là pour enseigner l'enfant, l'éduquer, mais vous êtes aussi en même temps là pour le harceler. Vous voyez, ça ne marche pas. L'école aujourd'hui doit pouvoir véritablement redevenir vraiment une école modèle. Donc en tant que père ou mère de famille, je ne dois pas être un modèle seulement à la maison. Non. Mais je dois être un modèle partout. Partout je suis, partout dans la société. Et c'est comme ça que notre société pourra changer. Il ne faut pas peut-être qu'on soit exemple à l'école ou bien exemple au bureau, alors qu'à la maison, on n'est pas modèle. C'est un peu comme ce que j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas être journaliste, communicateur et être l'exemple à l'écran. Et dans la vie, être chose. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que vous animez des émissions où vous venez faire la moralisation à l'antenne, c'est vous qui avez donné les meilleurs conseils. Mais quand on vous retrouve en ville, vous êtes le premier, peut-être que quelqu'un conduise mal, et vous commencez par l'insulter. Vous voyez, ça ne marche pas. Vous devez pouvoir montrer l'exemple. Il faut qu'on soit vraiment exemple partout où nous passons. Et c'est là, véritablement, le problème que pose la lutte contre la corruption dans notre pays. Il faut que vraiment, on puisse vraiment aller à la lutte préventive en donnant beaucoup plus de sens aux valeurs que nous avons déjà retenues dans notre pays, ici le Bénin, des valeurs qui sont reconnues comme étant des valeurs porteuses du développement de notre pays. Il faut que nous puissions travailler à restaurer ces valeurs-là. Et je veux vraiment lancer ce vibrant appel au pouvoir actuel en place. C'est vrai, quand vous prenez ce document, vous allez voir que ce n'est pas que les gouvernements qui ont paraphé le document. Il y a les membres de la société civile, il y a des acteurs économiques, en tout cas, tous les secteurs sont intervenus donc, et ont posé leur paraphe dans ce document pour dire nous sommes tous engagés dans la lutte. Donc il ne faut pas peut-être qu'on attende forcément au moment où à la maison les parents jouent leur rôle. Il faudrait aussi que l'État fasse de telle sorte que ces valeurs soient vraiment restaurées. Il ne faut pas que l'engagement soit juste paraphé dans ce document pour faire plaisir à des partenaires. Pour faire plaisir à des partenaires. Et c'est là où je lance l'appel à des structures comme ISAE. Vous avez une télévision, vous avez une école. Pourquoi ne pas commencer vraiment par créer peut-être des rubriques ça se fait déjà. Ok, d'accord. Donc, continuez dans ce sens-là. Il faudrait que, sur nos écrans, par exemple, on puisse laisser, il y a des clips que vous regardez, par exemple, mais qui en dehors du message... En fait, ça ne porte aucun message. Aucun message, finalement. Il faudrait que les acteurs... Que les médias commencent pas à censurer. C'est parce que, bon, peut-être hier, c'était une star qui chante bien. Si nous voyons aujourd'hui, on va dire, bon, là, on zappe sur lui. Parce que, par exemple, un message porté dans une chanson, mais vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça porte. Bien sûr, c'est un peu partout. Votre enfant qui est né il y a 3 ans, 2 ans, par exemple, comment dire, il n'y a pas fredonné des chansons. Il y a de ces chansons que des enfants fredonnent, vous êtes choqués, mais vous va dire ne chante pas. Parce que peut-être quand vous n'étiez pas là à la télé, c'est joué à longueur de journée. Parce que celui-là, peut-être, celui qui a fait la chanson, peut-être est passé par là. Et donc, c'est ça, on balance. Je ne dis pas que c'est ça. Vous faites bien votre travail. Faites bien votre travail. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse aller. Il n'y a pas longtemps avec un artiste qui a chanté une chanson pas possible. Et il était tellement gêné. Quand j'ai commencé avec un autre camarade, un collègue à aborder la question, il était gêné. J'ai dit, mais si vous étiez gêné, pourquoi avoir chanté ça? Voilà. Mais bon, non, mais les gens chantent on dit qu'aujourd'hui... C'est pour le commerce. Oui, on dit que bon, quand vous ne chantez pas aujourd'hui le cesse, tout ça, là, ça ne marche pas. Ça ne aussi bien que, bon, excusez-moi, les femmes qui sont vraiment des êtres qu'il faut adorer, viennent vraiment s'exposer à la télé, à l'écran, avec les parties intimes. Je ne vous excuse pas. Eh bien, vraiment, nous acceptons de faire votre jeu pour faire plaisir aussi. Bon, je crois que... Il faut partager. Et c'est là aussi, il faut qu'on en parle. Un homme qui vous voit et qui vous aborde simplement parce que vous avez mis votre nudité au dehors, mais comprenez que celui-là il ne restera pas avec vous longtemps. Il ne restera pas avec vous longtemps. Et c'est là où commencent déjà les problèmes.
Vous voyez, c'est là où commencent les problèmes. Donc il faut que nous puissions vraiment prendre conscience de la chose. Non, on va pas. On sait que le sexe, par exemple, vous voyez, jusque là où le Créateur l'a mis, c'est bien vraiment caché, ça doit vraiment rester caché, bien protégé. Hein, c'est pas dévoilé à tout le monde. Non. Non. Donc je crois qu'il faut que chacun de nous puissions vraiment prendre conscience. Et savoir que la lutte contre la corruption commence déjà par ces petites notions. Et ce n'est pas une lutte qu'il faut vraiment abandonner seulement au pouvoir en place. Comme vous l'avez dit, chaque Béninois que nous sommes, si nous aimons ce pays, nous devons vraiment nous engager dans cette lutte-là et commencer par restaurer ces valeurs que nous savons qui sont vraiment en crise. Aujourd'hui, ces valeurs qui sont en déliquescence, nous devons vraiment travailler à ce que ces valeurs puissent vraiment devenir ce que nous chassons le mieux. Vraiment, la lutte contre la corruption, c'est la seule manière de faire vraiment prospérer cette lutte-là. Et puisque vous parlez de valeurs, nous avons parlé ici de la vérité, de l'intégrité, de la justice, du sens de responsabilité, du sens de vous y tenez, le travail, l'excellence, la solidarité, la justice. Nous en avons parlé effectivement au cours de cette émission. Et pour vous récapituler, on peut se dire déjà que la lutte doit être plus préventive que curative. Et donc que chaque citoyen, chaque Béninois dans sa famille, dans sa communauté déjà devrait pouvoir commencer la lutte contre la corruption. En tout cas, c'est notre avis au niveau du réseau des jeunes leaders pour l'intégrité. C'est notre avis. Nous ne sommes pas là pour... c'est vrai, quand quelqu'un fait bien, il faut dire. Quand on ne fait pas bien aussi, il faut dire. Mais il faut aussi montrer la voie. Il ne faut pas simplement critiquer, il faut montrer la voie. Votre phrase m'amène à poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à tirer au vif sur tout ce qui ne va pas et pourquoi on ne fait pas un effort pour encourager au moins ce qui va, pour motiver les gens à faire plus d'efforts? C'est là le J'ai fait le calcul et j'ai compris qu'au Bénin, on aime plus dire ce qui ne va pas. C'est parce que nous aimons plus faire de la politique. Vous savez, c'est la politique qui veut qu'on nous assiste l'autre pour montrer que, bon, écoutez, tout ce qu'il fait n'est pas bon. Et quand la politique entre dans la lutte contre la corruption, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, on veut montrer que l'autre ne fait pas bien. Si j'étais là, j'étais à sa place, j'avais mieux. Et on a toujours bon joueur à la touche. Et ça arrive que, bon, quand même, la personne chante, finalement, quand on le met à la place, il vous dit, mais écoutez, il vous dit, je n'avais pas mesuré l'ampleur de la responsabilité. Alors que, mais vous, vous qui avez chanté dans ce pays que, ah non, je peux, lui qui est là, il ne fait pas bien. Non, je crois que quand quelqu'un fait bien, il faut dire ici, là, il a bien fait. Et là, nous l'avons dit, que le pouvoir en place fait bien en introduisant des dossiers devant la justice, en interpellant des gens qui vraiment ont, à un moment donné, géré une parcelle de pouvoir dans ce pays. Il faut les interpeller. Mais il faut que l'interpellation aille dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous voyez, ça, c'est très important. Vous l'avez martelé souvent. Ouais. Et M. Jean Aguégué, est-ce qu'au-delà de ce que l'interpellation devrait aller dans tous les sens, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas pouvoir faire l'effort en tant que Béninois de ne pas s'immiscer dans certaines interpellations quand il s'agit de personnes proches de nous, des personnes activistes comme nous? Pourquoi est-ce qu'on ne se tait pas, on ne prend pas du recul pour laisser la justice faire son travail et on interfère? Oui, vous savez... Et on a l'impression, c'est comme moi j'ai dit sur un plateau, je suis journaliste, mais si j'arrive à faire une bêtise, qui me défendra moi? Oui, c'est comme ça a toujours marché dans ce pays. Il faut bien que ça change. Oui, il faut que ça change. C'est bizarre. Le Béninois... C'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon parent. Et vous allez voir que c'est finalement ce qui marche dans le pays. Il faut bien qu'on change. Si bien que certains politiciens, par exemple, pour rapidement rallier les gens à sa cause, s'auto-victimisent. Montre que, bon, écoutez... Mais est-ce qu'on ne va pas commencer par être sourd, aveugle à ces comportements-là? Il faut que les Béninois comprennent ça finalement. C'est ce que j'appelle de la manipulation. Le Béninois, excusez-moi, a cette facilité de se laisser... Nous parlons de nous-mêmes, mais il faut bien en parler. De se laisser manipuler. Il ne faut pas se laisser manipuler. Il faut refuser. Il faut refuser de se laisser manipuler. Oui, ou bien vous voyez des situations où les personnes interpellées même sont prêtes à répondre de leurs actes. Mais il y a des gens qui font du bruit. Qui disent non, mais écoutez, non, ça ne peut pas se passer comme ça et tout. Oui, parce que dans notre société, bon, il y a de la solidarité peut-être. Non, ça c'est pas de la solidarité. À l'excès. C'est de la solidarité d'intérêt. Bon, voilà, il y a de la solidarité à l'excès. Où vraiment, vous allez voir, si celui qui le mis en cause, ce n'est pas tout le monde qu'on défend. Hein. Non, ce n'est pas tout le monde. Oui, mais non, dans notre République, on défend plus ceux qui ont une vie publique. Oui, ceux qui ont une vie publique et dont la vie profite à d'autres. C'est-à-dire qu'on sait que la position de la personne vous profite. La personne nous a profité.
Donc, il n'est pas question... On n'a pas intérêt que ça se dévoile. Ça se dévoile. Il n'y a pas question maintenant qu'on le laisse maintenant seul, peut-être gérer ça. En fait, et donc, bon, voilà, superficielle. On se montre pour dire, ah non, jamais, non, écoutez, ça ne peut pas se passer comme ça. La personne, vous l'avez dit, est prête à répondre de ces actes parce que peut-être la personne sait en son fond intérieur que elle n'a rien à se reprocher. Mais plutôt quand même d'aller, de laisser la personne aller, montrer vraiment son intégrité, on empêche que cela se fasse. Mais là aussi, il faudrait que on n'accuse pas trop les gens. Non, vous savez, nous n'essayons pas d'accuser, oui, puisque nous ne tirons pas sur les gens. Dans le pays, oui. Lorsque la lutte prend vraiment l'allure politique et la lutte se met au service de la politique, s'il n'y a pas la pression du peuple, s'il n'y a pas la pression de la comment savoir si une lutte est politique? Oui, c'est ce que je vous dis. Lorsque la lutte ne va que dans un seul sens, ça prête à confusion. Oui, ça prête à confusion. Et là, ceux qui sont de l'autre camp peuvent penser que vraiment c'est un acharnement contre nous. C'est une chasse aux sorcières. Ouais, c'est une chasse aux sorcières. Et là, comme ça, les gens savent toujours que dans ce pays, si le pouvoir en place fait quelque chose et vous ne vous levez pas pour contrer vraiment certains ailes de pouvoir, eh bien ça risque vraiment de prendre une dimension. Cette citation phare, quand la case de ton vassin brûle et que tu ne t'interviens pas, écoutez, quand ce sera ton tour, personne ne sera finalement là pour intervenir. Donc, j'ai l'impression même que nos quotidiens, notre vie, notre culture fait qu'à un moment donné, on prête flanc à cette corruption-là. Oui, je vous ai dit, notre société a toujours fonctionné comme ça, mais surtout, ça dépend du ton que donne le pouvoir en place. Lorsque le pouvoir en place donne l'impression vraiment d'être impartial, vous allez voir que les gens vont dire, mais non, écoutez, non, hein, non, lui là, il doit répondre. Non, il faut simplement que le pouvoir donne l'impression, le pouvoir dit, je veux lutter contre la corruption, il faut vraiment que la lutte soit suffisamment impartiale. Celui qui peut-être a été contre moi sur le plan politique m'a combattu, s'il est bon, je l'accompagne. En tant que... On a comme, à un moment donné dans notre pays, on a comme l'impression que les élections continuent toujours, la campagne électorale continue toujours. Non, on a fini déjà la campagne électorale. Maintenant, on est là pour parler développement. Et celui qui a été mon opposant hier, aujourd'hui, on peut se mettre ensemble pour le développement du pays. Mais c'est l'effort que nos pouvoirs, nos décideurs, nos politiciens n'arrivent pas à faire. Quand on est là, on se dit, mais il faut que vraiment je puisse vraiment te faire vengeance. Il y a plus de compétition qu'on ne pense pas à développement. Voilà, la compétition, on croit qu'on va compétir tout le temps. Non, ça fait qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement méconnaître certaines personnes qui hier avaient un autre langage, mais aujourd'hui, dans les mêmes conditions, tiennent nos discours. Ouais, quand on en arrive là, vous allez entreprendre de très bonnes actions, mais ça va se noyer. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on aille au-delà de ça. Il faut qu'on aille au-delà. Est-ce qu'aujourd'hui aussi la lutte contre la corruption ne va pas aller au-delà de la simple arrestation, des interpellations, et aller à ce que les gens rendent gorge, qu'ils remettent ce qu'ils ont eu à détourner? Oui. Parce qu'on dit qu'on a besoin d'argent pour financer les par exemple, il a été établi, publiques, mais s'il a été établi, on n'a pas les moyens. S'il a été établi que l'intéressé qui a détourné un bien public, le dernier public, s'il a été établi vraiment qu'il est reconnu et c'est confirmé, si la personne a des biens, mais je ne parle même pas de la saisie. La loi prévoit cela? Oui, il faut que vraiment l'intéressé soit honnête. Parce qu'il y en a qui sortent après de prison, après ces affaires, et qui sont encore plus heureux. Oui, c'est là où... c'est pourquoi moi je dis, est-ce qu'on ne peut pas avoir la lutte dans ce sens-là? Oui, la lutte doit aller dans ce sens. Il faut que ça, là, il faut rendre gorge. Il faut appliquer les tests. Il faut appliquer les tests. La loi sur la corruption. Il faut que vraiment celui qui a détourné l'argent du pays, lorsqu'il est établi qu'il est fautif, il faut vraiment qu'il soit responsabilisé pour payer. Pour payer, il doit pouvoir avoir des biens, il doit pouvoir avoir des... On peut saisir ça et puis rentrer en possession de ce qu'il a détourné. Il faut qu'on a... Ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, les gens, beaucoup, ça fait pas les raisons pour lesquelles l'argent ne circule pas dans notre pays. Nous chantons, nous playons. Aujourd'hui, lorsque les gens arrivent à mettre la main sur de l'argent, à détourner l'argent, on envoie ça à l'extérieur.
Le peu que nous avons ici, on envoie. Et donc, c'est logé dans des banques à l'extérieur et tout. S'il est établi que l'intéressé est reconnu vraiment coupable, il faut qu'on mette la main sur tout ça pour que le pays puisse aller de l'avant. Je crois qu'il faut qu'on en arrive là. C'est important. Oui, il faut qu'on en arrive là, c'est important. Et c'est pour cela que des jeunes comme vous se sont mis ensemble venant de secteurs d'activité différents pour pouvoir accompagner cette lutte-là au sein du réseau des jeunes pour l'intégrité. Quelles sont les actions que vous menez? Ce que nous faisons déjà, c'est déjà la sensibilisation. Nous, on a vraiment pensé qu'il faut s'engager dans la lutte préventive. Donc, nous, de façon périodique, nous essayons de réunir des acteurs. On avait eu avec des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Nous ciblons généralement des jeunes comme nous. Des jeunes comme nous, puisque nous sommes issus de diverses organisations de la société civile. Et donc, nous essayons de voir au niveau de nos différentes organisations, est-ce qu'il n'y a pas des actions que nous pouvons faire vraiment ensemble. Et là, de façon périodique, nous nous retrouvons pour nous exhorter, nous nous retrouvons pour nous sensibiliser, notamment sur ces valeurs dont nous avons parlé. Il nous arrive par exemple d'initier des débats où on dit, bon, vraiment la vérité, qu'est-ce que les jeunes sont réceptifs? Bon, bien sûr. Parce que les jeunes, n'attendent que quelqu'un pour les pousser à l'action. Est-ce que vous retournez sur le terrain voir si ces jeunes que vous aviez eu à sensibiliser ont porté ces valeurs-là? On a des retours par le biais de leurs organisations. Parce que ce sont les organisations qui sont représentées au niveau de notre des différentes organisations, au niveau du réseau. C'est pourquoi on parle de réseau. Voyez, donc, nous surveillons un peu le résultat de ces actions-là par le biais des représentants donc, de ces organisations qui sont au niveau du réseau. Nous voyons comment ces organisations-là fonctionnent aussi sur le terrain. Généralement, c'est des gens qui, quand arrive le temps de prendre la parole dans les débats politiques, on est suffisamment prudent. Et ça commence par là, on sensibilise nos membres à être vraiment des modèles. Lorsqu'on nous confie vraiment une responsabilité quelque part, il faut que vraiment nous soyons modèles dans la gestion. Oui, dans ce modèle que vous voulez être, on a vu d'autres jeunes profiter de ces réseaux, de ces ONG, de ces organisations-là également pour émerger, entrer en politique et changer de veste. Nous, on a dit, par exemple, chez nous, nos tests ne permettent pas que vous soyez en notre sein et que vous ayez des responsabilités politiques. Si je suis là aujourd'hui, si entre-temps, peut-être on me fait appel pour occuper. La fois dernière, il y avait un parti politique qui voulait se créer, on m'a appelé pour assurer. J'ai dit non, écoutez, j'appartiens maintenant à un réseau et nos tests ne l'autorisent pas. Mais comment sont-ils à être prêts à faire ça? Bon, voilà, je crois que là aussi, il faut que nous puissions donner l'exemple. C'est un peu ce que je dis. Nous n'avons que des gens pour faire le discours et tout, mais il faut qu'on aille au-delà de la théorie. Il faut vraiment, il faut donner l'exemple, il faut montrer l'exemple. Est-ce que vous partagez, au-delà de votre réseau, est-ce que vous partagez ces valeurs-là dans votre famille, dans votre communauté? Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Chez moi, par exemple, c'est clair. Il y a des choses que je ne tolère pas. Lorsque je vois que, écoutez, l'enfant... je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous êtes un modèle. Vous allez me dire oui. Il faut que j'aille vérifier. Il faut que vous ayez le temps de vérifier, absolument. Et vous savez, nous sommes sur un plateau et les gens peuvent, ceux qui me connaissent ou bien veulent me connaître, peuvent toujours commencer maintenant par... On a une plateforme, ils peuvent venir faire des commentaires là-dessus. Les commentaires pour dire, ah non, moi les gens me connaissent, on peut fouiller dans mon passé. Vous savez, j'ai été à la fonction publique où j'ai assuré un poste de chef chargé de communication. Et là, je mets au défi les collègues. Quand on respecte les valeurs, ça donne de la fierté? Ça donne de la fierté. C'est-à-dire que moi, le jour où je partais, en tout cas, de mon poste à la fonction publique, j'étais très fier. J'étais très fier. Vos collègues aussi étaient fiers de vous? Non, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller dans la tour administrative et puis vous renseigner. Je suis prêt, s'il y a des choses qu'on me reproche, je suis prêt à accepter. Je ne dis pas que je suis vraiment un ange, mais il y a des gens avec qui j'ai collaboré qui peuvent témoigner. Est-ce que la misère, la pauvreté ou l'envie d'être à un poste de responsabilité, d'être bien dans sa peau, d'être un modèle, d'être un accoyer, peut faire qu'on oublie ses valeurs? Bien sûr, c'est là la dignité. Il y a une valeur dans les 15 qu'on appelle la dignité. Il faut être digne. Mais des fois, la dignité, on bafoue ça de côté. Oui, justement, lorsque vous bafouez, la dignité fait que vous savez que vous avez un nom. Au-delà du fait que vous soyez quelqu'un dans la vie, vous avez un nom. Un nom, vous portez le nom d'une famille, par exemple. Si, par exemple, je sais que je suis à Guégué et je dois faire honneur à cette famille-là, je sais que c'est un nom que je porte, que je ne dois pas salir. Je dois
Je peux être agent, mais il faut que j'en sois vraiment digne. Le fait que... non, vous savez, lorsqu'on décide, on accepte sa situation, et on décide de vivre sa situation, ça ne demeure pas tel. Ça change. Une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous en prenez conscience, et vous décidez de vivre cette situation-là, tout en restant digne, demain, ça va changer. Et c'est ça qui va vous distinguer, d'ailleurs, dans votre... J'aime ce mot que vous venez de sortir, distinguez-vous. C'est ça qui vous distingue. Hier, on peut vous reconnaître comme un monsieur vraiment qui n'avait pas assez à manger, qui n'avait... moi, aujourd'hui, je suis vraiment fier. C'est toute une grâce. Il y a un de vos collègues qui était en train de le dire tout à l'heure, que tout est grâce. C'est toute une grâce, aujourd'hui, que moi, je puisse porter une cravate. Il y a 15 ans, 20 ans, ce n'était pas du tout gagné à l'avance. Vous pouvez... Comme quoi on ne reste pas statique dans la vie. Absolument. Ceux qui connaissent mon histoire peuvent aller fouiller. Dans la commune des Airs, je suis des Airs, d'un petit village, c'est Diawaboudo, des Airs. Et je faisais 15 km de mon village pour venir... Et à force de persévérance, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. On me connaît bien au CEG Saint-Hérita. J'ai fait le CEG Saint-Hérita. Finalement, vous donnez les références pour qu'on aille... Non, pour qu'on aille fouiller. On peut aller fouiller. Peut-être que ce qu'on va découvrir aussi peut vous permettre de vous améliorer aussi. Absolument. Absolument. Je ne dis pas que sur toute la ligne, j'ai été... je suis resté... Non. Non, mais j'ai des camarades, je connais des camarades de classe qui me connaissent, mais qui peuvent retrouver cette émission, qui peuvent aller sur cette page-là et témoigner. Donc je ne dis pas que sur toute la ligne, j'ai été vraiment sain. Je sais que je n'ai pas été toujours à la hauteur donc, de ce que de toute façon, vous avez grandi de vos expériences. Mais j'ai grandi, voilà, j'ai tiré l'exemple de tout ça là, tout ça aujourd'hui. Et j'ai compris que non, je ne suis pas pressé. Et je le dis souvent à certains collègues, à certains amis, je dis non, je ne suis pas pressé. Je suis vraiment, Jean Guégué n'est pas pressé de s'enrichir. Vous comprenez? Mais je prends mon temps et je sais que il faut se battre dans la vie. Il faut travailler. Et aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller sans avoir 5 francs dans votre poche. Mais si vous en êtes conscient et vous travaillez, vous vous battez, demain ça va changer. Ça va changer. Demain ça va changer. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on soit vraiment dans cette dynamique-là. Dans cette dynamique de travailler, d'être digne, d'être véridique, juste, intègre. Et avoir le sens élevé de la responsabilité. Monsieur Jean-Guégué, quel sera le message du réseau des jeunes pour l'intégrité aux jeunes béninois? Je voudrais que la jeunesse puisse vraiment prendre conscience de ce que l'avenir de ce pays, c'est nous. Qu'est-ce que vous avez à dire aux internautes? Aux internautes, qu'on sache que les technologies nouvelles de la communication sont là. Les nouveaux médias sont là, sont à notre disposition. Ces nouveaux médias, on doit le comprendre, sont des voleurs de temps. Venez dessus, exprimez-vous, mais rapidement aussi vaquer à vos activités. Travailler, parce que c'est la réussite. Vous savez, l'exemple que je prends souvent quand je veux caricaturer comme vous, je prends l'exemple de ce Zem qui est resté au bord d'une voie bavardée toute la journée alors que l'autre est en train de travailler. Il y aura toujours une différence. Absolument, il y aura toujours une différence. Et j'ai coutume de dire que le seul endroit où il y a le succès, la réussite avant le travail, c'est dans un dictionnaire. C'est dans un dictionnaire. Donc, autrement dit, pour réussir, il faut travailler. Et là, c'est un appel que je lance vraiment à tous les élèves qui m'entendent, à tous les étudiants, à tous les jeunes qui m'entendent. Ils savent que ce n'est pas peut-être la position aujourd'hui d'un parenté, d'un proche qui nous arrange. Non. C'est notre travail qui va nous propulser et qui fera de nous ce que nous serons demain. Si nous prenons la bonne décision aujourd'hui de nous investir dans le travail, de travailler, demain, forcément, pour nous, sera meilleur. Et pour que demain soit meilleur, il faut que les jeunes soient mieux impliqués au développement de leur pays. Et être impliqué au développement de son pays, c'est accepter déjà l'activité qu'on mène au quotidien. Ne pas se dire que telle activité n'est pas une bonne activité et que l'autre, il faut aller en politique. Non, vous pouvez être artisan et participer au développement de votre pays. Absolument. Vous pouvez être artisan et être intègre, éduquer vos enfants à être intègres, à être justes, véridiques, à avoir le sens élevé de la responsabilité. Et l'expérience a prouvé que les personnes aujourd'hui qui ont toutes ces valeurs encore en elles sont des personnes qui ont eu à souffrir véritablement pour être ce qu'ils sont. Et donc, nous vous encourageons en tant que jeunes à pouvoir lutter véritablement. Aujourd'hui, vous êtes... La vraie lutte est là. La vraie lutte est là. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans la misère, mais demain, vous serez riche de vos valeurs. Et tout ceci dans la fraternité. Parce que ça ne sert à rien de faire des coups bas à l'autre et de se dire qu'on va avancer. Quand vous faites des coups bas, comme on le dit, la roue tourne, ça va vous rattraper. Donc, jeunes, levez-vous, travaillez, quel que soit votre secteur d'activité, et dites-vous
que vous êtes capable de quelque chose. Et quand vous avez cette confiance en vous, vous pouvez impacter votre pays, impacter votre communauté. Et pourquoi pas vous impacter vous-même. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi votre émission Le Débat encore cette semaine. Merci infiniment pour la fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque semaine sur cette émission. Retrouvez-nous sur le www.ezaetv.com. Vous pouvez également vous annoncer pour faire également cette émission, pour venir apporter votre expertise à votre communauté, à votre pays. D'ici là, prenez soin de vous.